Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de One Piece. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse et la review du chapitre 1158 qui se nomme Rox vs Harald. Alors les amis, rien que de par le titre, on comprend que ce chapitre sera centré sur Rox Zigzebek et le roi Harald. Alors je ne vais pas vous mentir, je suis globalement content qu'on ait justement un combat entre Rox Zigzebek et le roi Harald dans ce chapitre 1158, étant donné que dans la dernière vidéo sur le top 11 des personnages les plus puissants de One Piece que j'ai sorti sur la chaîne, j'avais fait un classement dans lequel je mettais le roi Harald en 4e position et Rox Zigzebek en 3e position. Cette vidéo avait donc suscité énormément de mécontentement, surtout sur la position du classement du roi Harald. Beaucoup de gens se sont dit, le roi Harald aussi en termes de puissance, c'est complètement impossible. Du coup, je suis globalement content parce qu'il me semble que, vu la position que j'ai donnée au roi Harald dans mon top 11 des personnages les plus puissants du manga, ma vision du manga colle parfaitement avec ce que Oda essaie de nous montrer. Du moins en ce qui concerne le top 4 des personnages les plus puissants du manga à l'heure actuelle. Là où je mettais Joy Boy en première position, Ymue en 2e position, Zebek en 3e position. Bon, je pense qu'avec le top 3, vous étiez globalement d'accord et Harald en 4e position. Bon, après ce chapitre 1158, je pense que, même s'il y aura encore des sceptiques forcément parce qu'on ne peut pas toujours tous être d'accord, mais je pense que pour la grande majorité, vous vous êtes forcément rendu compte de la réelle puissance du roi Harald. C'est un personnage extrêmement puissant et ça, vraiment les mecs, pour le coup, dès son clash au chapitre 1155 avec Rox Zigzebek, j'ai directement compris que ce mec en termes de puissance, il était vraiment dans les hauts paliers en termes de puissance dans l'univers de One Piece. Franchement les mecs, je l'ai directement compris et là je suis vraiment heureux de l'avoir mis en 4e position dans mon top 11 des personnages les plus puissants du manga. Bon les amis, on va pas perdre plus de temps, on va directement entrer en plein dans l'analyse et la revue de ce chapitre 1158 qui encore une fois était un très bon chapitre. 8 sur 10 c'est la note que je lui donnerai. Du coup, le chapitre 1158 de One Piece commence avec la page de couverture où on continue avec la mini-histoire sur le personnage de Yamato et on découvre enfin le nom révélé de ce héros qui avait affronté Kaido et dont on n'avait pas retrouvé le corps. Alors, lorsqu'on avait dit qu'on n'avait pas retrouvé le corps de ce soi-disant héros qui était originaire de North Blue, bref, franchement, je sais plus, bref, mais qui, voilà, s'était battu à Ringo contre Kaido. On s'était tous dit que, ouais, il s'agissait potentiellement de Ryuma, on a sorti des noms et tout. Moi, je pensais même qu'il s'agissait potentiellement de Anafinda. Et là, dans ce chapitre 1158, on découvre qu'il s'agissait de Kozuki Moria. Alors, Kozuki Moria, je vous dis déjà, là, d'entrée, pour tous qui pensent que, il s'agissait potentiellement du père de Gecko Moria, de quoi que ce soit. Donc, déjà, vous pouvez oublier, ce n'était absolument pas le père de Gecko Moria, c'est Gecko Moria lui-même. Alors, c'est très intéressant d'apprendre que Moria se nomme Kozuki pour plusieurs raisons déjà, parce que si Moria se nomme Kozuki, ça voudrait dire que, étant donné que les Kozuki sont très liés aux poneglyphes et que de base les Kozuki sont capables de lire les poneglyphes, du coup Moria serait potentiellement un lecteur de poneglyphes et là, en tant que lecteur de poneglyphes, ça placerait Moria à une position stratégique pour la course au One Piece. Franchement, si Moria rejoint la Cross Guild, franchement, on va pas se mentir, ce sera un atout de poids pour la Cross Guild. Maintenant, en termes de puissance, même si ce n'est pas forcément ça, Moria, il n'est pas quand même nul de chez nul. Bon, il a si on part du principe qu'il a le niveau de Garp et de Roger dans le 1156, Moria reste quand même Moria, donc vous comprenez, les anti-Garp. Alors, avant d'aller plus loin, petite parenthèse, rapport de force, étant donné que moi, si je fais le manga, si je fais des vidéos sur les mangas et animés, c'est globalement pour les rapports de force, étant donné qu'en vrai de vrai, je suis un vrai bandit de rapports de force. Donc, du coup, les mecs, si on comprend bien ce que vous essayez de nous dire, en nous disant que le clash entre Garp et Roger du 1156, c'était un clash de niveau Shichibukai. Donc, là, on comprend clairement que le Kaido qui avait affronté Gecko Moria et avait vaincu Gecko Moria, si ce même Kaido-là avait affronté Goldie Roger, il ne l'aurait pas vaincu, il l'aurait massacré. Franchement les mecs, vous sortez des dingueries, moi ça me dépasse. Bref, on va continuer. Je disais tantôt que le personnage de Gecko Moria, c'est un personnage qui, rien que de par le fait qu'on apprenne aujourd'hui qu'il soit un Kozuki, ça le rend vraiment extrêmement intéressant. Maintenant, il y a autre chose à noter. Franchement les mecs, c'est assez fort de sa part d'avoir caché jusqu'aujourd'hui qu'il était un Kozuki. Franchement les mecs, dites-vous que si Barbe Noire avait su que Moria de base était un Kozuki, le mec n'aurait pas eu besoin d'aller kidnapper Pudding.
Après, est-ce que Moria était-il réellement capable de lire les poneglyphes? Ça aussi, c'est une question qui a à se poser, étant donné qu'on nous a montré le nom sur la pierre tombale, mais à aucun moment, il y a un rapprochement, un raccord direct avec Gecko Moria qu'on connaît. Certes, le nom a été écrit Kozuki Moria, mais bon, il existe toujours la possibilité que ce soit un autre personnage, même si franchement, on va pas se mentir, j'en doute fortement. Bref, le personnage de Gecko Moria, ça promet. C'est un personnage qui devient super intéressant, surtout que lors de l'attaque de Gap sur Hachinosu, il serait potentiellement évadé. Bon, c'est vrai, j'ai un peu mis long sur la page de couverture. C'est pourquoi dès maintenant, on va entrer en plein dans ce qui nous concerne dans ce chapitre. Étant donné que le chapitre commence avec le personnage de Goldie Roger qui est enfin sorti de la salle de l'esprit du temps et de son entraînement avec Goku. Désolé les fans de Roger, c'était juste une blague. Mais bref, on a donc un Roger qui est en train de bouder parce que a priori, Shaki se serait retirée de son rôle d'impératrice pirate. Bon là, avec ça et surtout avec ce qu'on a eu dans ce chapitre, je me pose une question sur le personnage de Roger. Est-ce que c'est réellement lui qui donnait une vie à Gap ou c'est complètement le contraire? Parce qu'on a un Gap qui lui, il est concentré, il veut les géants dans la marine et tout, lui il veut devenir plus puissant et tout. Et avec Roger, on a l'impression que lui, le but de sa vie, c'est Shaki en fait. Le mec, il te parle de Shaki là. Ouais, on va aller la kidnapper et tout. Ouais, nous sommes des pirates. Et de base, les pirates, c'est pour s'accaparer des choses. Oui, lorsqu'on fait quelque chose, on le vole et tout. Et là, lui, le but de sa vie, en fait, t'as l'impression que c'est Shaki, en fait. T'as l'impression que le but de sa vie, c'est Shaki. Et c'est ça. Moi, franchement, je me pose la question. Quel était réellement le but de Roger? Attention, je suis pas en train de dire que le personnage a une faute. Attention, moi, je vous ai dit que l'amour peut un peu justifier tout. Mais là, en ce qui concerne le personnage de Roger, son comportement est très limite. Surtout que il est dans les bails réellement chelou. Heureusement qu'il s'est rattrapé lorsqu'il est arrivé dans le bar de Shaki. Étant donné que il a essayé de rassurer Shaki. Ou en tout cas, on sentait qu'il avait des remords. Lorsque Shaki a appris que Rayleigh n'allait pas débarquer dans son bar. On le voit là, il est en train de penser. Il dit, allez Rayleigh, pourquoi tu ne viens pas? Du coup, il se soucie réellement de Shaki. Mais malgré tout, c'est quand même assez léger pour un personnage de ce calibre-là, qui plus tard deviendra le roi des pirates. Il a dans ce chapitre, tu as vraiment la sensation que Roger, c'était un peu un pirate en second. Bon, comparé à Xebec, on va dire que c'était un peu le pirate de seconde zone. Parce que là, tu as un Xebec qui franchement, waouh, Xebec, bref, on y reviendra un peu plus tard. Du coup, lorsque tu as un Roger qui va donc débarquer dans le bar de Shaki, là, on comprend que Roger, il était un peu pote avec les pirates des Rocks en fait. Sauf avec Rocks, qui a priori, il y aurait une petite rivalité entre les deux personnages. Mais ce n'est pas aussi intense ou en tout cas aussi hostile qu'avec Gap, étant donné qu'on voit un Roger qui, lorsqu'il est devant Rocks Zigzebek, tu vois, les mecs ne se sautent pas dessus et tout. Parce que moi, je pense, franchement, les mecs, si on avait eu Gap et Roger dans ce bar de Shaki, malgré les conditions de Shaki, il y aurait forcément eu combat. Là où avec Zebek, ouais. En fait, j'ai eu l'impression que dans la tête de Roger, le mec se disait, vaut mieux pas se frotter à ce mec. Même si je pense que s'il y avait un combat là, à l'heure actuelle, entre Rocks et Roger, ce n'aurait pas été un one-shot de Rocks sur Roger. Il y aurait eu forcément un combat, un gros combat même. Peut-être pas de la même intensité que le combat entre Rocks et Harald. Mais je pense quand même qu'il y aurait eu un gros combat. Mais malgré tout, j'ai quand même l'impression que Roger, on va dire, il a un certain petit complexe vis-à-vis de Rocks Zigzebek. Et on peut voir que les pirates des Rocks sont assez amis en fait. Ils sont assez amicaux avec Roger. On peut le voir avec Big Mom. On peut même le voir avec Roger lorsqu'il dit que ouais, passer Barbe Blanche, je vais passer Newgate. J'avais envie de boire un coup avec lui et tout. Ouais. Tu comprends maintenant pourquoi lors de la mort de chacun de ces pirates, ils ont eu une pensée pour Roger. Parce que Roger, a priori, était un peu leur pote en fait. Ils étaient un peu leur pote. Surtout qu'on sait que Rocks, en vrai de vrai, il faut qu'on s'attarde un peu sur sa mentalité. Parce que de toutes les façons, moi je l'avais déjà prédit depuis longtemps. Pour moi, Rocks était un pirate gentil. Et là, de plus en plus, ça se confirme. Le personnage de Xebec, tu le vois clairement, il n'est pas hostile bêtement. Pourtant, on aurait pu penser que, au vu de la description de Sengoku, c'était un pirate qui, franchement, il était uniquement là pour le mal, pour la destruction et tout. Là, on nous prouve que non, clairement pas. Rock, c'est un pirate qui, lui, la seule chose qu'il déteste, mais de fou, c'est le gouvernement mondial. Et c'est d'ailleurs pourquoi je vous ai dit que sur God Valley, en dépit du fait qu'il y a débarqué pour délivrer Shaki, le mec, il était, on va dire, possédé par la haine qu'il avait vis-à-vis du gouvernement mondial. Et il serait possible que cette haine aurait été amplifiée par le fait que, en voulant kidnapper Shaki, le gouvernement mondial a à la fois tué la femme dont il était amoureux. Vu que Rox nous le dit dans ce chapitre, la femme dont il était amoureux et avec qui il a eu un enfant, c'était censé être confidentiel. Et du coup,
il serait possible que, en débarquant sur Ashinosu pour capturer Shaki, pour kidnapper Shaki, le gouvernement mondial a d'abord tué la femme de Xebec avant de kidnapper Shaki. Et là, ce serait vraiment intéressant pour le lore de God Valley. Ça nous expliquerait beaucoup de choses. Mais pour en revenir sur la mentalité du personnage de Xebec, franchement, les mecs, on comprend que le mec, c'était pas un débile en fait. C'était un mec qui réfléchissait, il savait à qui s'attaquer, il ne s'attaquait pas à n'importe qui. Sa cible était le gouvernement mondial. C'est un pirate gentil. Du coup, on peut voir Big Mom pote avec Roger pote avec Barbe Blanche, voilà, Rayleigh, tout le monde est pote, voilà, en fait, c'est assez rafraîchissant de voir ça, en fait. Donc, pour moi, les mecs, pour ce qui est de God Valley, en dépit des raisons que je vous ai données un peu plus tôt, pour lesquels Xebec aurait débarqué sur cette île, moi je dirais que en plus du fait que pour moi Xebec aurait débarqué sur God Valley parce que le gouvernement mondial avait kidnappé Shaki et à cause du fait que le gouvernement mondial était la cause de la rupture de l'amitié entre Xebec et Harald, l'autre raison serait potentiellement de la mort de la femme de Xebec qui aurait été tuée potentiellement par le gouvernement mondial. C'est pourquoi pour moi Xebec il serait complètement devenu fou et possédé sur God Valley, si bien que le mec s'est littéralement dit je meurs ici avec le gouvernement mondial. Et ça franchement les mecs c'est assez crédible et plausible quand même. Autre chose à noter, il me semblerait que dans ce chapitre on n'ait pas vu Shiki, ni H d'argent, ni Kaido d'ailleurs. Bon, je ne sais pas si c'est assez intéressant à le noter, mais je voudrais quand même le souligner. Bon, maintenant on va essayer de terminer le chapitre avec le personnage de Garling Figalan qui a priori aurait passé énormément de temps sur God Valley et il y aurait fait 2 enfants avec une femme dont on ne voit pas le visage mais qui serait apparemment rousse. Alors, le personnage de Garling Figalan va dire Gorosei qu'il aurait découvert un trésor, en fait, un truc super important. Bon, on va pas dire trésor parce que franchement, avec l'incident de God Valley, on sait qu'il y a énormément de choses autour des trésors et tout. Du coup, là, on ne va pas dire trésor. Et je ne pense vraiment pas que ce soit ce que Garling a découvert sur God Valley qui était la cause du rassemblement de tous ces gros noms là sur God Valley. Non, je pense vraiment que ces gros noms là sont rassemblés sur God Valley pour Shaki, pour délivrer Shaki. Maintenant, que pourrait être ce trésor de Garling Figalan qui intéresserait potentiellement Imu? Si on essaie d'être cohérent, on va se dire que les seules choses qui intéressent Imu, ce n'est que le pouvoir, pouvoir et pouvoir. Du coup, si on se réfère au fait que Garling Figalan ait dit que God Valley c'est une île qui regorge de ressources, je pense que Garling aurait potentiellement trouvé une énergie qui permettrait d'alimenter une âme antique. Du coup, c'est potentiellement ça qui intéresserait Imu. Peut-être qu'il aurait découvert une pierre ou quoi, je ne sais. Mais moi, forcément, quand Garling me dit qu'il a fait une découverte qui intéresserait potentiellement Imu, moi, je pense vraiment à tout ce qui a rapport avec la force, la puissance, l'énergie et tout ça. Donc, les gars, je vais pas aller plus loin que ça. Donc, du coup, ça devient super intéressant. Maintenant, le personnage de Garling Figalan ne semble pas savoir qu'il aurait fait des enfants sur God Valley, qu'il aurait laissé des enfants sur God Valley, étant donné que le mec, lui, il a débarqué la pépouze au gouvernement mondial. Parce que, je vois des théories là, circuler disant que Garling ne serait pas forcément le père de Shanks et de Shamrock. Les mecs, jamais de la vie, je ne crois absolument pas, au vu de la façon avec laquelle Shanks et Shamrock ressemblent à Garling. Et de toutes les façons, de cette île de Erbaf, on nous a clairement dit que Garling était le père de Shanks et de Shamrock. Donc les mecs, les théories, franchement, ne me fatiguez pas avec. Maintenant les mecs, est-ce que vous sentez ça? Est-ce que vous sentez venir le Garp versus Roger au chapitre 1159 de One Piece? Parce que les mecs, franchement les gars, je vais pas faire le... Je sais pas, mais je vois mal, vraiment, je vois très mal God Valley nous être dévoilé avant un vrai combat entre Garp et Roger. Très franchement les mecs, je vois très mal God Valley débuter sans qu'il y ait ce combat. Parce que les mecs, les échanges qu'on a eu de Garp et de Roger dans le manga, il n'y a que l'échange du 1156. Du coup, c'est extrêmement mince. Surtout quand on fait le rapport de la propagande par rapport à leur rivalité. Les mecs, franchement, je ne sais pas ce que je peux parier là, mais je suis persuadé que dans le chapitre prochain, surtout façon avec laquelle Oda est chaud dans ces dernières semaines, derniers mois, franchement, les mecs, je vois très mal, vraiment très mal God Valley débuter sans qu'il y ait ce combat. Et je pense qu'après le Garp versus Roger, qui à mon avis se terminera certainement par un match nul au vu de la façon avec laquelle Garp a débarqué sur God Valley en gueulant ouais Roger, je veux me le faire. Donc du coup, pour moi,
forcément il y aura un match et après ça il y aura encore un ou deux chapitres de mise en place et là, boum, on partira sur le flashback, sur l'arc en question, God Valley. Bon, avant de clôturer la vidéo, on va quand même dire 2-3 petits mots sur le combat qui a mis fin à l'amitié entre Rox et Harald. Bon, du coup les mecs là, franchement, hein, c'est un combat vraiment niveau, ce que vous appelez roi des pirates en fait. Pour moi, ça c'est deux personnages qui ont le même niveau de puissance. Pour moi, ça c'est deux personnages puissants. Regardez juste l'explosion de leur haki. Ça fait juste tout Airbaf. Comme on l'avait vu avec le haki de Unmik Junko. Franchement, les mecs, les proportions sont pareilles. Du coup, ces deux personnages en termes de puissance, je suis content de voir que je ne m'étais pas trompé. Je ne m'étais absolument pas trompé. Ils sont super puissants. Bon, maintenant les mecs, vous pensez réellement que dans un chapitre où on t'introduit à la fois la naissance de Barbe Noire et celle de Shanks pour rien? Les mecs, moi je vous ai dit, le personnage, l'antagoniste de Shanks dans l'univers de One Piece, c'est clairement Barbe Noire. Et à mon avis, quel que soit lambda, Barbe Noire doit forcément trouver un moyen d'évoluer en termes de puissance. Parce qu'à l'heure actuelle, si Shanks doit affronter Barbe Noire, ça sera juste un massacre. Parce que pour moi, Shanks actuellement en termes de puissance, il peut se prendre deux Barbes Noires en 2v1. Alors, moi je dis clairement, deux Barbes Noires peuvent vaincre Shanks dans un combat en 2v1, il n'y a pas de problème. Mais potentiellement, ça sera un extrême diff. Tant je pense et je considère Shanks extrêmement puissant. Maintenant, ce flashback de Airbaf et du roi Harald, ça va aussi couvrir les affrontements entre Shanks et Mihawk. Et les gars, ne soyez pas surpris de voir les affrontements entre Shanks et Mihawk, étant donné que lorsque ce flashback nous a été introduit dans le chapitre, je crois, 1153, si je ne dis pas de bêtises, bah, on avait un Shanks qui était en train de se baigner aux côtés de Gaban. Donc du coup, bah, le jour de la mort du roi Harald, on avait Shanks qui se baignait et il possédait encore son bras gauche aux côtés de Gaban. Du coup, avec ça, les mecs, bah, on peut clairement penser que le personnage de Shanks, bah, le flashback du roi Harald va aussi couvrir ses affrontements avec Mihawk, œil de faucon. Donc du coup les mecs, ce n'est qu'une théorie, mais je pose ça là comme ça. Bref les amis, la vidéo est arrivée à son thème, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, c'est vrai, elle est longue, mais quand même ça en valait quand même la peine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, check la vidéo à l'écran, like celle-ci si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium, peace les bros. After.